La présidente de l'association Pirouette Galipette. Alors j'ai participé à quelques webinaires de la CEP et concernant le diagnostic, la réécriture et les infos PMI, notre responsable technique, donc Émilie Garnier, qui est présente aussi ce soir, donc elle va plus nous en parler, de savoir où elle en est. Et je ne me suis pas inscrite pour l'instant à la conférence du 20 mai. Voilà. Parfait, rapide. Alors, en dessous, j'ai Marie, présidente de Trois Pommes. Je ne sais pas si elle a entendu. Si elle a entendu, mais elle n'a pas le son. Ah. Bon, c'est embêtant, elle l'avait tout à l'heure. Bon, sinon, on passe et on reviendra. Toi, le son. Ben oui, mais c'est ce que je regarde, mais je n'arrive pas à y accéder. Bon, ben c'est Marie Dizazo qui nous dira, le temps que c'est bizarre. Je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas. J'ai envoyé un message, on verra. Ah bah non, j'écris pas avec le bon truc. Eh bien, j'y vais alors. Donc, Marie Dizazo, directrice du multi-accueil associatif Trois Pommes à Bouleret. Et donc, ma présidente, c'était une autre Marie Chevry, qui est présidente de l'association qui gère la structure. Moi, j'ai fait tous les webinaires à CEP. Je crois que Marie ne les a pas fait, mais un autre membre du bureau en a fait certains. L'autodiagnostic Norma, oui, il a été fait, il fait un peu peur quand même. Commencer la réécriture du projet d'établissement, non, mais on a commencé à en parler et à y réfléchir. Des infos PMI CAF, j'ai pas. Et j'ai une salariée qui est inscrite sur la visio du 20 mai sur la charte. Elle était intéressée par le sujet. Et comme je leur ai dit qu'on allait sûrement retravailler le projet pédagogique avec la charte comme angle d'attaque, elle s'est dit que ça a la beauté de participer à la visio. Alors, en plus, si vous inscrivez, vous faites une inscription nominative, mais vous pourrez la regarder en replay. Donc, ce qui fait que vous pouvez aussi en profiter avec votre équipe si besoin. OK. Vous aurez un lien pour un replay. Il y a Marie qui a mis un message qui a dit qu'elle n'arrive pas à remettre ça y est, le son. je crois. Ah, ça y est. Vous m'entendez là? Ouais. Oui. Désolée. Bérangère, tu veux continuer? Oui, ça marche. Donc, moi, je suis Bérangère Rousselière, je suis la directrice de la crèche des Petits Souliers à Richemont. J'ai participé, pas à l'intégralité des webinaires, mais quelques-uns que j'ai vus aussi en replay. Nous avons fait notre autodiagnostic Norma, ça se passe bien. On n'a pas commencé la réécriture du projet d'établissement. Le règlement de fonctionnement, on l'a revu par ailleurs. Par contre, ça va comme Marie, en fait, ça va commencer là, puisque de toute façon, il faut le donner pour le mois de juin. Et puis, du coup, on n'a pas encore transmis d'informations ni à la CAF ni à la PMI et nous ne sommes pas inscrits pour la conférence. Voilà pour nous. Ok, donc Isabelle, tu veux continuer? Donc, bonsoir, Isabelle Tolleron, directrice du multi-accueil José Merveille à Sancerre. J'ai participé à tous les webinaires et le bureau, les membres du bureau se sont partagés aussi et il y a toujours eu un membre qui a participé au webinaire aussi. L'autodiagnostic, on a commencé mais on a dû s'arrêter. On va le reprendre à mon retour de congé. On a commencé donc la réécriture, on a fait le projet social. Alors, tout est au brouillon, nous, parce qu'on a fait des petits groupes avec les membres du bureau et on a une réunion la semaine prochaine, donc on retravaille dessus tous ensemble. Donc, le projet social, il est fini au brouillon.
Le règlement de fonctionnement, il est au brouillon aussi. Le projet éducatif, par contre, on l'a retravaillé en équipe et tout est retapé. Et puis là, on lance le projet pédagogique. Après des infos de la PMI et de la CAF, non, à part qu'ils m'avaient dit qu'ils voulaient tout avant le 15 juin pour pas avoir tout d'un coup à lire. Mais sinon, ils ne nous avaient pas contacté pour ça. Et par rapport à la conférence, on s'est inscrite, mais on s'est inscrite parce qu'on savait qu'on pouvait le voir en visio après, parce que le 20 mai, on ne sera pas dispo par manque d'effectifs au sein de la structure. Bon. OK. Les petits plumeux, vous voulez prendre la suite? Oui. Estelle Giton, je suis responsable de la crèche des petits plumeaux à Argent. Du coup, concernant le webinaire de l'ACEP, on en a participé à plusieurs. Au niveau de l'autodiagnostic pour la nouvelle réforme, c'est en cours. On est en train de voir ça du coup avec les membres du bureau aussi. Au niveau de la réécriture du projet, alors on a on a fait plusieurs réunions avec l'équipe, on a pas mal travaillé dessus. On est en train de tout réécrire. On a déjà tout réécrit, le projet pédagogique et éducatif. Il nous reste le projet social à voir. Des infos, non. PMI, CAF, non. Et après, on n'est pas inscrite à la conférence du 20 mai. Voilà. OK. J'avais aussi Émilie, qu'on ne voit pas, mais Émilie Garnier. Oui, je suis là. J'arrive pas à remettre la vidéo, en fait. Bon, bah, ça ne fait rien, on a une petite image. Moi, j'ai vu tous les webinaires de l'ACEP. Après l'autodiagnostic, j'ai commencé à regarder, mais je n'ai pas fait. Et on a prévu de travailler en réunion donc les différents projets. Sauf que par manque de personnel, on n'a pas eu le temps du tout de commencer. Et moi, ça me paraît très compliqué quand je vois les dates d'arriver à tout faire pour le 15 juin. Et non, je ne m'étais pas inscrite à la conférence, mais du coup, si on peut l'avoir en replay, je vais le faire. Alors, Marie, on a entendu. Cynthia, tu veux Oui. Donc, par rapport... Bonjour, moi, c'est Cynthia Guilbault, directrice de Berry-Bambel. Donc, par rapport au webinaire, j'en ai regardé quelques-uns, pas tous. L'autodiagnostic, il vient de commencer, là, il est en cours. Par rapport à la réécriture du projet, ça va commencer prochainement. Pour l'instant, je n'ai pas attaqué. En équipe, on a une réunion à partir de début mai. Et pas d'info PMI CAF. Et pour l'instant, non plus pas inscrite à la conférence pour le 20 mai. Alors, qui j'ai oublié Fanny. Donc, il faut que tu te présentes, Fanny, parce qu'il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas, je pense. Alors, tu m'entends là, Catherine? Oui. C'est bon? Oui, okay. Oui, je ne suis pas souvent présente, moi. Donc, oui, je suis Fanny, directrice du Clos des Poussins à Dain. Que dire de moi? Moi, j'ai un statut particulier parce que j'ai une dérogation de la PMI, je suis auxiliaire de puer et je suis en VAE d'éducateur de jeunes enfants. Donc, ce n'est pas une excuse, mais effectivement, tout ce qui… j'ai repris un petit peu de la directrice historique d'avant. Donc, j'ai participé à certains webinaires, mais pas beaucoup, parce que, bon, je n'ai pas l'excuse que de la VAE, mais bon, voilà. L'autodiagnostic, je l'ai commencé, mais un petit peu toute seule, parce que je suis un peu toute seule. C'est un peu compliqué de voir le bureau. Et ça me fait un petit peu peur, je ne vais pas vous mentir, j'ai l'impression de ne pas avoir forcément les épaules, mais j'ai regardé, ça fait peur, mais je me dis qu'on va y arriver. Là où je suis un petit peu mieux, c'est que suite au départ de l'ancienne directrice, on avait déjà retravaillé, nous, le règlement de fonctionnement, le projet pédagogique et éducatif. Donc, ils avaient été donnés à la PMI. Alors après, on va certainement les remodeler s'il faut, mais ils avaient été, ils datent de septembre. Donc, bon, il y aura certainement des modifications à faire, mais c'est assez récent, donc du coup, on était pas mal. Mais par contre, là, j'ai absolument besoin du bureau pour le projet social, parce que là, du coup, voilà, je ne peux pas tout faire toute seule. InfoCAF PMI, non, pas plus. Et du coup, pour la visio,
de la charte, moi, je ne pouvais pas, je n'avais pas vu que je pouvais la faire en replay, donc j'ai demandé aussi à une de mes collègues si ça l'intéressait parce que ça avait l'air de l'intéresser. Donc, mais si en plus, moi, derrière, on peut l'avoir en replay pour toute l'équipe, ouais, ce sera bien du coup. Parce que voilà, je pense que voilà, nous, je pense qu'on a un petit train de retard, hein, mais ça va se faire, il n'y a pas de raison. Bon, ben, on va faire en sorte de raccrocher tout le monde. C'est une bonne idée quand même de mentionner que la visio était en replay du coup. Oui, eh ben oui, pour le coup. Voilà. C'est pour ça que j'insiste parce que c'est pas, ça n'a pas été assez dit aussi dans la communication de la CEP. Et du coup, bah, c'est dommage, quoi. Parce que ça peut servir pour toute l'équipe après. Ouais. Voilà, on a vu tout le monde. Donc, voilà, c'est bon, ça a changé de page? Oui, c'est bon. Donc là, la charte, on ne va pas la relire en entier. Je pense que tout le monde en a une connaissance aujourd'hui, hein. Vous verrez à chaque fois sur les pages, il y a une petite main comme ça, comme ce que vous voyez à gauche. Donc, ça signifie à chaque fois qu'il y a cette petite main qu'il faut faire référence à un article de la charte, hein, dans le projet d'établissement. Donc, dans la rédaction de votre projet d'établissement, ce qui est demandé, c'est de mentionner en fait à quel article vous faites référence. Donc voilà, ça c'est une possibilité de notifier en conformité avec la charte et les principes qui y répondent. Donc là, on a souligné sur les spécificités de la situation de l'enfant, le développement global interactif, la relation entre l'enfant et tous les adultes, l'encadrement bienveillant, l'art et la culture. Voilà. Les principales thématiques, elles sont là. Donc, à chaque fois qu'on aura cette petite main, ça voudra dire que dans votre présentation, il faut que vous fassiez référence à un des articles de la charte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce projet d'établissement? Parce que bon, je vous ai entendu tous dire où vous en étiez. Alors, on parle de projet éducatif, projet pédagogique, il y a beaucoup de choses. Donc, règlement de fonctionnement. Donc là, il faut qu'on voit exactement ce qui rentre dans ce cadre. Donc, dans le projet d'établissement, il sera composé de trois parties. Le projet d'accueil, où vous allez indiquer plus les valeurs que vous défendez et dans ce volet, justement, inclure le maximum de principes de la charte d'accueil du jeune enfant. Un projet éducatif, donc là, qui est plus sur la pédagogie donc, que vous allez mettre en place, et un projet social et de développement durable. Donc là aussi, c'est une nouveauté de la réforme, c'est le volet développement durable. Donc ce volet-là, ça correspond plus aux échanges que vous allez avoir en interne ou en externe et décrire les pratiques éco-responsables que vous pouvez mettre en place. Donc, comment ça doit se dérouler? Donc, c'est un travail à la fois en équipe, un travail de la direction ou de la responsable, avec le bureau, avec le CA. Ça sera voté après donc, en bureau et en CA. Il n'y a pas d'obligation que ça soit voté en AG. Hein, Voilà. Donc, au niveau du projet d'accueil, quels sont les grands principes et les choses qu'il va falloir. Il faut pas. Voilà, il faut. C'est vrai que ça peut faire peur, mais il y a beaucoup de choses que vous avez déjà. Il ne s'agit pas de tout réécrire, tout. Il faut. C'est une mise à jour et de voir si vous êtes en conformité avec les nouvelles
les nouvelles normes donc, à ajouter, mais il n'y a pas non plus à tout réécrire. Donc, au niveau du projet d'accueil, donc, Adélaïde va vous expliquer ce qu'il en est. Alors, le projet d'accueil, ça reprend grosso modo ce que vous aviez déjà hein, sur l'organisation en fait de l'accueil. Donc, les durées, les rythmes d'accueil, ce que vous mettez en place pour accueillir l'enfant, sa famille, l'enfant porteur de handicap ou de maladie chronique, les compétences des professionnels petite enfance, voilà. Donc, c'est l'organisation concrète en fait de la structure. Hein. Et alors, la nouveauté, c'est qu'il faut que vous ajoutiez l'organisation mise en place pour l'analyse de la pratique professionnelle. Donc là, ce sera indiqué ce qui est réglementaire, hein, le nombre d'heures, qui intervient, qui participe, et voilà. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Hein. Donc là, dans cette partie-là, il faudra bien évidemment noter certains éléments de la charte. Notamment sur je prends un exemple facile, hein, la présentation des compétences professionnelles mobilisées. Vous reprenez l'article qui, je ne sais plus si c'est le 7 ou le 8, qui parle des compétences, voilà, le 10, voilà. Et vous déclinez les compétences, que c'est une équipe pluridisciplinaire, et voilà, vous décrivez votre équipe. Et comme l'accueil du jeune enfant doit répondre aux spécificités Voilà, de sa situation, voilà. Voilà, qu'est-ce que vous mettez en place en respectant justement cette… mais ça, vous le faites déjà. Il faudra juste dire, conformément voilà, au principe, au premier principe de la charte nationale, voilà, nous accueillons tous les enfants, nous respectons, et ça, vous l'avez déjà. Hein. Donc, c'est juste… J'ai une image qui me vient en tête. Là, vous imaginez que vous déménagez. Il y a des pièces qui sont dédiées à des thématiques. Donc, en fait, vous rangez vos affaires autrement. Vous n'allez rien inventer. Hein. Vous allez juste organiser autrement. Alors, le deuxième élément, ça sera le projet éducatif. Donc là, sur le projet éducatif, donc ce sera vraiment la façon dont vous organisez au quotidien, hein, l'accueil, le soin, le développement, l'éveil de l'enfant. Par exemple, je ne sais pas, si je pense au développement de l'enfant, peut-être vous avez écrit quelque part dans votre projet éducatif que vous favorisez le jeu libre. Sur l'accueil, vous pouvez indiquer que vous accueillez l'enfant et sa famille, qu'il y a un temps d'adaptation, ce genre de choses. Enfin, tout ce que vous travaillez déjà dans l'accueil, dans le projet éducatif actuel. Là aussi, on sera un petit peu sur les valeurs éducatives, accueillir l'enfant et sa famille, la collaboration parents-professionnels, la façon dont vous le déclinez. Là, il y a une nouveauté, c'est qu'il faudra aussi travailler sur l'éveil artistique et culturel et l'égalité entre les filles et garçons. Voilà, donc qu'est-ce que vous mettez en place pour favoriser ces points-là? Est-ce que vous organisez des ateliers? Est-ce que vous faites des échanges avec des artistes? Est-ce que vous visitez des musées? Je ne sais quoi, voilà. Après, il ne faut pas non plus être trop restrictif, hein. Il faut être assez ouvert pour vous laisser aussi la possibilité sur les 5 années de pouvoir animer des projets. Ne soyez pas non plus trop précis sur ce genre de choses. Sur l'égalité filles et garçons, voilà, il faudra noter que vous veillez à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les filles et garçons, que ce soit au niveau des jeux, de l'attitude, ce genre de choses. Voilà, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu là sur le site de la CEP, dans la boîte ad hoc, il y a toute une page là qui est très intéressante là-dessus, justement, avec la charte qui a été signée avec les producteurs de jouets, justement, pour éviter les stéréotypes et les jouets genrés. Voilà, donc ça, ce sera des éléments qui seront à reprendre dans ce que vous avez déjà dans votre propre projet éducatif.
et peut-être à organiser et à mettre plus en exergue avec les articles de la charte qui s'y réfèrent. Et du coup, là où il faut faire bien attention, c'est que dans le projet éducatif, on ne parle pas du projet pédagogique de l'équipe. Le projet pédagogique, c'est celui que vous allez faire avec votre équipe et qui peut être différent tous les ans. Où là, ça va être arrive précis. juste après, là. Normalement, il y a une slide là-dessus, Catherine. Juste après. Non. Non. Il est... Ah non, il est plus tard. Voilà. Voilà. Parce qu'il ne fait pas partie du projet d'établissement. Voilà. Donc, c'est Voilà. pour ça que je précise, Oui. voilà, le projet pédagogique, c'est là où c'est beaucoup plus précis et ça peut changer tous les ans. Et du coup, dans le projet éducatif, c'est pas la peine d'être trop précis, il faut donner les grands principes. Voilà. Le projet pédagogique, en fait, c'est la façon dont vous mettez en œuvre concrètement, pratico-pratique, votre projet éducatif. Voilà. Sur le projet éducatif, si vous parlez, vous allez parler plutôt de favoriser la place du parent, la présence du parent dans le lieu d'accueil. Eh bien, dans le projet pédagogique, si vous en faites un, il va se décliner par le fait que vous organisez un café des parents, je ne sais pas moi, chaque lundi matin, que vous réservez un espace pour que les parents puissent s'installer. Voilà. Voyez la différence? Je vois la différence, mais du coup, dans le projet d'accueil, on met quoi? Parce que moi, c'est là que j'y suis plus, du coup. Dans le projet d'accueil? Le projet d'accueil, ils ont déjà sur les valeurs, les grands principes. Donc, l'éducatif, c'est aussi les valeurs et le grand principe. Alors, les projets éducatifs, ce sera sur les valeurs éducatives que vous mettez en place pour les enfants. Le projet d'accueil, on sera plus sur une organisation concrète. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous, en tant qu'organisation, sur les horaires, le bâtiment, l'équipe, les compétences? Projet d'accueil, vous allez décrire combien vous êtes ouvert du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure. Dans un souci ça, c'est dans le règlement de fonctionnement, finalement. Dans le règlement de fonctionnement aussi, mais dans le projet d'accueil, c'est les grands principes. Oui. Ouais, c'est quand même nous faire écrire 5 documents qui sont tous entremêlés, qui veulent tous dire la même chose, mais... Alors, on peut commencer à faire des nœuds au cerveau quand même, ce soir. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, non. Dans le projet de fonctionnement, on va quand même beaucoup plus dans la précision. Hein. On est dans le détail dans le projet de fonctionnement. Dans le projet de fonctionnement, vous allez décliner les tarifs, les conditions. Dans le projet d'accueil, c'est global. Le fonctionnement, c'est plus précis. Voilà, l'éducatif, c'est global. Le pédagogique, c'est précis. C'est ça, à chaque fois. Hein. Bon, par contre, j'ai une question aussi par rapport à ça. Moi, de ce que j'avais compris lors d'un webinaire de l'ACEP, c'était que en fait, le projet pédagogique en fait, était inclus dans l'éducatif, qu'il n'y avait plus d'éducatif pédagogique et tout était regroupé en fait. Non. Okay. En fait, on en parlera tout à l'heure. Là, le projet pédagogique, c'est un document qui est interne à l'équipe. Il n'y a pas d'obligation. Dans la loi, en fait, il n'existe plus le projet pédagogique qui disparaît. Oui, non, mais voilà, mais juste pour nous expliquer pendant la visio, en fait, justement, il nous disait que justement, il fallait qu'on oublie ça de notre tête et qu'on mette tout, en fait, c'est les éléments qu'on avait forcément dedans avant, qu'on pouvait les retrouver dans l'éducatif, en fait. Il y avait les deux et que tout se liait. En fait, souvent, avant, les gens confondaient les deux et mettaient tout dans le même. Oui, c'est ça. Voilà. Après, pourquoi? Parce que ça serait bien plus simple d'avoir un seul. On est d'accord. Voilà, oui, mais par exemple, le projet éducatif, il va défendre des valeurs. Votre projet pédagogique, en fait, c'est vos projets concrets pour l'année. Oui, c'est comment. Vous pouvez changer tous les ans. Oui, ça, alors on avait que bien le projet éducatif, il ne va pas bouger. Oui, non, mais oui. Ouais, ça marche. OK. Et donc, le dernier volet de ce projet d'établissement, c'est le projet social et de développement durable. Donc, là, le projet social, normalement, vous avez déjà une base. Là, ça, je veux dire, sur le principe, on ne change pas. Hein. C'est toujours
quels sont les partenariats qu'on développe avec son entourage proche, local ou les réseaux départementaux, voilà, avec son territoire. Aussi, comment on informe les familles de ce qui se passe dans l'établissement, les partenaires, voilà. La nouvelle variable, c'est les actions en lien avec le développement durable. Voilà. Qu'est-ce qu'on met en place dans la structure pour favoriser le développement durable. Donc là, effectivement, à chaque fois, on reprend aussi il y a deux articles dans la charte qui sont liés à cette action. Donc voilà ce qui rentre dans le Oui, vas-y. Là, en fait, pour ceux qui ont déjà travaillé leur projet social, il faudra juste rajouter quelque chose sur le développement durable. Je pense que c'est là où il y a le moins de travail, en fait. Toutes les structures qui ont déjà travaillé, qui sont éco-crèches, normalement, vous avez, en théorie, déjà intégré ce volet-là dans votre projet social. Si vous ne l'avez pas fait, ce sera l'occasion de le faire. Tu avais une question, Bérangère? Non? C'est bon? Donc voilà ce qui rentre dans le projet d'établissement et ce qui n'y rentre pas, donc c'est le projet pédagogique. Donc là, effectivement, ce n'est pas obligatoire. Voilà. C'est un document qui est dédié à l'équipe, hein, voilà, et qui peut être modifié à volonté. Donc, c'est vrai, c'est un petit peu une boussole pour vous, pour votre plan d'attaque de l'année, en fait. Ça peut être aussi votre plan de travail. Chaque année, j'imagine, vous avez des projets différents. Eh bien, c'est votre projet pédagogique, hein. On en parlait tout à l'heure avec Marie Dizazo. Ça sera par exemple travailler cette année sur la banane. Voilà. Ça, c'est le projet pédagogique. C'est un thème, voilà, mais ça peut changer tous les ans. Et c'est ce que vous faites, en fait. Donc voilà. Ce qui n'y rentre pas non plus, donc, c'est le règlement de fonctionnement. Donc là, ça change très peu, hein. On y fait toujours référence aux fonctions du directeur, du responsable technique, de la continuité de direction. On décline bien tout cela. Les modalités d'inscription, de conditions d'admission des enfants, les horaires, le mode de calcul, les tarifs. Maintenant, ce n'est plus le médecin référent, c'est le référent santé. Les modalités du surnombre. Donc, tout ça, ce sont des choses que vous avez déjà dans votre règlement de fonctionnement. La seule chose à y ajouter, ce sera le choix que vous avez fait du taux d'encadrement. Un adulte pour 6 enfants ou bien un adulte pour 5, un adulte pour 8. Ça, une fois que vous avez fait le choix, il faut l'indiquer. Et puis, quelle modalité de contrôle pour le taux d'encadrement et le surnombre. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut que vous indiquiez ce que vous mettez en place pour assurer ce fonctionnement-là et que vous respectez la règle. Donc, soit c'est sur votre logiciel, soit sur un cahier. Est-ce que c'est chaque jour? Est-ce que c'est à la semaine? Voilà. Là-dessus, normalement, vous avez peu de modifications à faire, hein. Est-ce que la plupart d'entre vous, vous avez déjà réfléchi par rapport au choix sur le taux d'encadrement? Est-ce que vous allez modifier quelque chose ou pas? Nous, on a déjà fait le choix et on ne modifiera pas et c'est déjà intégré dans notre règlement de fonctionnement depuis septembre. Okay. Alors, nous, on a déjà voté qu'on ne modifiait pas non plus. Mais alors, avec une petite hésitation un peu de dernière minute suite à un webinaire de la CEP, parce que nous, on en a un taux d'encadrement pour 12, donc avec surnombre 13. Et en fait, je n'avais pas bien compris la méthode de calcul au niveau de la loi pour le 1 pour 6. C'est-à-dire que moi, naïvement, 13, je pensais que 1 pour 6, ça faisait 3 adultes.
En fait, non, ce n'est pas un adulte par tranche de 6, c'est au prorata. Donc, en fait, il faut que je fasse 13 enfants. En gros, il me faut 2,2 adultes. Et après, c'est ramener un arrondi mathématique qui ramène à 2. Donc, sachant que je n'avais pas compris ça, il faut que je refasse quand même quelques calculs et que je réfléchisse. Mais a priori, on resterait sur 1 pour 5, 1 pour 8. Pas de changement pour nous non plus. Non. Personne là pas de souhaite changement pour modifier. Belle non plus. Ok. Pour nous, on a une Donc, on n'entend pas du tout. Vous entendez là? Oui. Là, oui. Maintenant, oui. Nous, on a une réunion prochainement, donc on va en discuter pour voir tout ça. Ouais. Pour l'instant, on est à 1 pour 5, 1 pour 8 et c'est inclus dans le règlement. Mais on voit si on modifie ou pas. Chez nous aussi, c'est pareil. Pour l'instant, on s'oriente plus sur, pour rester sur le 1 pour 5, 1 pour 8. J'ai commencé à en parler, mais je pense qu'on va rester. Non, pour l'instant, on resterait là-dessus aussi. Et Pirouette aussi, vous ne bougez pas? Oui, sur le même taux d'encadrement. On n'entend pas bien, Émilie. Non. On reste sur le même, pareil, sur le même fonctionnement. Ok. D'accord. Donc, en fait, si vous avez déjà votre règlement de fonctionnement, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à modifier. Hein. C'est pas... Règlement de fonctionnement et projet social, je pense que c'est là où on a le moins à toucher. Voilà, c'est vraiment le projet d'accueil qu'il faut réorganiser. En fait, il faut extraire certaines choses qui étaient peut-être dans le projet de fonctionnement et les mettre dans le projet d'accueil. Le projet éducatif, vous l'avez déjà normalement. Alors, si vous avez fusionné projet éducatif et projet pédagogique, il faut extraire tout ce qui est vraiment application au quotidien de votre projet éducatif. Restez sur les grands principes. Est-ce que ça vous paraît clair? Je ne sais pas. On ne sait pas. J'ai comme un doute. Ici, c'est clair, il faut juste qu'on fasse la petite machine et la réflexion, mais si dans l'idée, en fait, c'est des jeux, c'est un jeu d'assemblage et de réassemblage. C'est juste ça, Oui. le petit mécanisme à faire. Copier-coller, ça va bien marcher, vous allez voir. Ouais, globalement, pour moi, c'est quand même pas un oui franc, sachant qu'en plus, moi, je me sens pas au clair vis-à-vis de mon règlement de fonctionnement actuel. Je pense qu'il y avait des manques dessus. Je sais qu'il y a au moins le gros manque sur la continuité de direction. Voilà. Donc, moi, je sais que j'ai quand même du taf. Alors, après, ce sera aussi l'occasion de mettre à jour des documents qui ne l'étaient pas. Donc, de toute façon, il aurait fallu le faire à un moment ou à un autre. Ouais, c'est que là, 15 juin, avec les arrêts Covid qui continuent dans les équipes, et puis... Oui, mais le règlement de fonctionnement, ce n'est pas le projet d'établissement. Hein. Donc, ça te laisse un peu plus de temps. Ouais, c'est pas faux, mais bon, je pense qu'il va quand même falloir globalement tout retravailler un peu en simultané quand même. Quoi. Pour qu'il y ait une bonne cohérence. Mais, il faut qu'il y ait une cohérence, oui. Au niveau des obligations, ce n'est pas les mêmes quand même. Donc, dernier volet, c'est les protocoles. J'avais une petite question. Oui. Oui. Parce que du coup, c'est marqué qu'on doit faire intervenir les modalités de contrôle du surnombre, mais du coup, si j'ai bien compris, on ne doit plus parler d'accueil d'urgence. C'est ça? Alors, on ne parle plus d'accueil d'urgence, mais vous pouvez quand même, enfin, il n'y a plus cette notion-là dans le décret, mais vous pouvez quand même l'envisager pour vous. Hein. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une obligation que vous ne pouvez pas le faire. Okay. Alors, certaines structures réservent les places en surnombre pour l'accueil d'urgence. D'accord. Merci. Alors, je pense là sur concrètement les modalités de contrôle, ça peut être spécifié que
que la directrice, je ne sais pas moi, veille à ce que le taux d'encadrement chaque semaine ou organise l'équipe afin de garantir un accueil de un adulte pour 5 bébés et un adulte pour 8 marcheurs. Enfin, vous voyez, ça peut être juste ça. Hein. Et en tout cas, il faut le notifier. Donc, les protocoles, normalement, en théorie, vous devez tous déjà les avoir, sauf que là, on rajoute le protocole qui détaille la modalité de délivrance des soins spécifiques, puisque aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir… c'est pas la possibilité, hein, c'est l'obligation. L'obligation, oui. Oui, l'obligation. Catherine, attention, voilà. oui. Catherine, attention, je pense que c'est Catherine, attention, je pense que c'est AD qui a raison. En fait, on peut refuser, avec Marie, on a suivi une formation avec les juristes des ateliers pédagogiques. Et en fait, ce n'est pas l'obligation du tout. C'est la possibilité. Philippe a bien dit, hein, un professionnel peut refuser de le faire. Oui. Par contre, s'il refuse, il faut que ça soit nommé. Oui, et justifié. En fait, il y a tout un suivi. Si vous autorisez la possibilité, il faut que ça soit suivi, ça soit nommé dans les fiches de poste. Il y a plein de petites procédures à suivre. Mais si vous voulez le mettre en place, mais si vous ne voulez pas le mettre en place, il y a aussi quelques procédures pour ne pas le mettre en place, mais c'est une possibilité de, ce n'est pas une obligation de. Pourtant, moi, il me semblait que Philippe avait dit que du coup, avec l'obligation d'accueillir tous les enfants, s'il y avait un traitement, c'est bien ce qu'il avait dit. Oui, alors en fait, tu peux pas vraiment refuser dans le cadre d'un PAI. Voilà. En revanche, sur le reste des traitements, la loi précise que les salariés peuvent et pas doivent. Voilà. Par exemple, si un enfant arrive et qu'au bout d'une heure, il a de la fièvre, le professionnel peut refuser de lui donner un paracétamol, par exemple. Parce que s'il n'y a pas de… Mais tout ça, il faut que ça soit spécifié en amont. Voilà. Il faut que ça soit spécifié en amont. S'il a un traitement. Ah oui, s'il a une ordonnance. Après, il faut que ce soit notifié dans sa fiche de poste, en fait, qu'il est en capacité de… Si ce n'est pas préparé à l'avance… C'est un peu plus compliqué que ça. Hein, c'est que l'enfant qui arrive et qui, au bout d'une heure, a de la température, en fait, la loi ne nous permet plus de lui donner du Doliprane parce que pour lui donner du Doliprane, il faudrait qu'on ait une ordonnance à son nom disant qu'on peut lui donner du Doliprane de telle date à telle date. Et a priori, aucun médecin ne nous fera des ordonnances précisant que ça peut être donné sur l'année. Les médecins ne le feront pas et les juristes ont bien précisé que de toute façon, ça n'avait pas encore fait jurisprudence, donc il ne fallait pas s'y risquer. Donc en fait, les seuls cas où on pourrait, mais pas obligatoirement, pas on devrait, mais on pourrait donner des médicaments, c'est par exemple le gosse, il a une semaine d'antibio assortie de Doliprane en cas de douleur et fièvre. Là, on pourrait. Et ce qu'a bien expliqué Philippe, et ça avait quand même confirmé à peu près avec la formation qu'on a fait avec Bérangère, c'est que l'enfant qui a une douleur dentaire, en gros, en fait, ils veulent viser, il y a trop de surmédication et de surconsommation, notamment de Doliprane, et notamment dans les crèches, et qui veulent vraiment les limiter. Donc l'enfant, en fait, on suppose que c'est les dents, mais c'est de l'automédication, on n'en sait rien, finalement, on n'est pas médecin. Donc en fait, on applique un protocole antipyrétique qui vise à donner à boire, déshabiller l'enfant. Et si la température ne baisse pas, on bascule sur un protocole d'urgence, appel au 15. Parce qu'il y a vraiment un problème, comme tu disais, de surdosage de médicaments. Et l'idée, c'est de ne pas tomber dans ce travers-là, quoi, de donner des médicaments pour un oui, pour un non aux enfants. Et ça, c'est vrai que c'était quand même vraiment une contradiction entre le webinaire de Philippe et la formation qu'on a fait avec Bérangère. Moi, je pense, ça fait un peu une réponse de Normand, mais je pense que sur le fond, les deux ont raison. En fait, Philippe, lui, ce qu'il dit, c'est que dans la loi, il n'y a pas vraiment grand-chose qui nous donne la possibilité de dire on ne va plus le faire. Et en même temps, ce que les juristes des ateliers PEDA disent, c'est que rien dans la loi ne nous y oblige non plus. Non. C'est un peu Normand, mais… oui, c'est un petit peu ce qu'il a dit aussi. Hein. En revanche, moi, là où ça me fait peur, entre guillemets, c'est que les traitements courants de maladies, d'otite, etc., c'est que ça, moi, je l'ai fait à une époque de prendre les médicaments. On se retrouve avec toutes les ordonnances aussi d'homéopathie, etc.
Si on en prend une, c'est compliqué aussi de refuser les autres, enfin, en tout cas à mon sens. Et il y a aussi que si on accepte de donner, enfin voilà, il faut qu'on soit sûr d'avoir la bonne prescription, que le médicament il a été emmené dans de bonnes conditions, reconstitué correctement, donné au bon moment, pas donné 2 fois. Ça, dans la formation, il y a une nana, ils avaient des jumeaux. Et en fait, le traitement a été, au lieu d'être donné aux 2, il a été donné 2 fois au même. Et après, on bascule aussi dans de la faute professionnelle, en fait. Si on ne délivre pas ou si on oublie. Parce qu'il y a ça aussi. Enfin, moi, je me rappelle que dans mes équipes, les médicaments, ils sont à prendre entre midi et 2. Enfin, sur le temps de midi. Et en fait, c'est un temps qui est hyper chargé pour les salariés. Et moi, je sais qu'il y avait déjà eu des oublis. Donc, Mais on en revient toujours à ce qui a été conseillé avant. Hein. C'est de bien conseiller aux parents que les prescriptions soient données le matin et le soir. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Et à notre formation, là, ils allaient loin, c'est que le contenu de la pharmacie, apparemment, il y a des structures qui ont vraiment eu des soucis avec la loi et la PMI pour avoir dans leur pharmacie de crèche du Doliprane ou du SRO ou je ne sais quoi. Donc, elle nous a dit le contenu de la pharmacie, c'est de l'eau, du savon et... Non, rien. Hein. Bérangère et moi. Si, un dernier truc. De l'eau, du savon et des pains de froid. Des trucs de froid. Voilà. Et j'ai rajouté en rigolant à la formation, j'ai dit, puis une pince à épiler et un bout de sucre. Elle m'a dit, mais pourquoi faire la pince à épiler? Je dis, pour enlever une écharde. C'est un acte chirurgical d'enlever une écharde sur un enfant. Si on ne l'enlève pas bien et que ça s'infecte, on peut être attaqué derrière. N'importe quoi. Donc, on n'enlève pas une écharde. Je dis, mais on fait quoi? On le laisse avec ça? Elle m'a répondu, il a des parents, cet enfant, il vient le chercher pour une écharde. C'est n'importe quoi. Enfin, faut peut-être pas abuser non plus, quoi. On a une PMI qui n'est pas facile. Hein. Là, c'est pas la PMI, là. C'est la formation. Non, c'est la PMI. Alors, c'est la formation, mais c'est une PMI sur un autre département. C'était ceux de la Nièvre, je crois, Bérangère, non? Moi, j'aurais dit l'Indre. Ouais, c'était une PMI de filles qui étaient avec nous sur la formation. Donc, c'était vraiment... Et je ne sais plus ce qui leur est arrivé, mais elles s'étaient vraiment fait allumer pour le contenu de leur pharmacie. Donc oui, ils se sont fait vraiment rappeler à l'ordre. Hein. Ils ont une PMI qui est vraiment pas sympa. Pire que la nôtre, c'est le Berry, hein, ça va ensemble. Nous, on lui a dit que nous, notre PMI nous oblige à avoir des suppos, en plus de la suspension buvable pour les petits qui ne prendraient pas les trucs. Elle était morte de rire et elle nous a dit que la prochaine fois qu'ils regardaient le contenu de notre pharmacie, elle nous a dit imprimez-leur la loi qui dit que vous ne pouvez détenir à l'intérieur de l'établissement qu'un médicament avec une ordonnance nominative et Ah oui, mais ça, c'est clair. Ouais. Oui, mais du coup, du Doliprane, on ne peut pas l'avoir dans notre pharmacie. Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Non. Enfin bon, de toute façon, comme il a été dit dans les échanges avec le webinaire, ça ne va pas clarifier les choses, cette histoire. Hein. Ce sera toujours aussi compliqué. Donc après, à chacun de prendre ses responsabilités, d'accepter ou pas et de cadrer les choses. Hein. Si dans votre équipe, il y a une personne qui refuse de le faire, c'est son droit aussi. Hein. Donc voilà. Donc, sur les autres protocoles, normalement, vous les avez. Catherine me disait que peut-être tout le monde n'est pas au clair avec le protocole sur la maltraitance. Est-ce que tout le monde l'a fait? Non, voilà. Donc là, il va falloir le travailler aussi. Et puis, les mesures de sécurité à suivre en cas de sortie, vous l'avez aussi tous, ce protocole-là? Voilà. Donc, tous ces protocoles qui sont nommés là dans ce slide sont annexés au règlement de fonctionnement. Voilà. Il n'y a pas d'obligation de validation par le médecin ou par le référent santé. Après, vous pouvez lui soumettre pour conseil, mais il n'y a pas d'obligation de validation de certification. Alors ça, c'est pareil, on avait l'info contradictoire sur la formation. Je ne sais pas si tu te souviens mieux. Dans le décret, ce n'est pas noté. Bon. Après, pour conseil, c'est mieux, mais c'est vous qui prenez la responsabilité quelles sont vos mesures que vous mettez en place. Après, vous pouvez toujours vous assurer le concours d'un médecin ou du référent santé pour conseil, mais c'est vous qui prenez la responsabilité, ce n'est pas le médecin référent qui prend conseil. Puisqu'il n'y a plus de médecin référent, c'est un référent santé qui est là pour faire du conseil. Donc, il n'a aucune autorité sur ce que vous allez mettre en place. C'est votre responsabilité qui est engagée là. Et le dernier protocole, donc, qui ne fait pas partie des documents à communiquer. Voilà.
Voilà. Normalement, vous l'avez tous, celui-là. Hein. Nous, on l'a depuis plusieurs années maintenant. Et par contre, on l'a communiqué à la gendarmerie. D'accord. Là, ils mettent communiquer à la PMI au maire, mais comme le maire, il est le chef de la police sur sa commune, ça marche bien, voilà. Vous avez juste à notifier dans le règlement qu'il existe un protocole, voilà, et juste les quelques consignes, quoi, qu'il ne faut pas téléphoner, pas venir, leur dire quand même. Et puis, c'est un document qui est interne à l'équipe, hein. C'est uniquement l'équipe qui le connaît. Ce n'est pas divulgué même au bureau ni aux parents. Donc ça, c'est pareil, c'est un rappel, hein, puisque normalement, vous devez l'avoir. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions particulières ou est-ce qu'on a déjà évoqué des questions? Après, vous avez les outils dont vous pouvez vous servir. Donc, effectivement, les différentes chartes, hein, la charte de l'accueil du jeune enfant, la charte de la SEB, donc, la charte nationale est très, très inspirée de la charte de la SEB, évidemment. De la SEB. Voilà. Après, les documents de travail qu'on va aussi travailler ensemble. Pour la prochaine fois aussi, on a fait aussi une trame de projet, enfin, vraiment avec les grands principes. Après, vous verrez ce qu'il y a à remplir dedans. Allez aussi voir sur le Padlet de la CEP, il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Vous avez tous les webinaires en replay. Est-ce que vous connaissez tous le Padlet de la CEP? Je vous ai mis l'adresse là. Vous pourrez la reprendre. Et puis, dans la Dropbox aussi, on va refaire un dossier spécifique où, au fur et à mesure, je mettrai tous les documents. Et puis, la suite. Donc, pour la suite de notre accompagnement, qu'est-ce qu'on a prévu et qui se précise? Donc, plusieurs réunions sous forme de rire, qui soient à la fois pour les gestionnaires ou pour les professionnels. Donc, tu veux présenter le programme? Le prochain rendez-vous, ce sera le jeudi 5 mai. Donc, en fonction de toutes les réponses que j'ai eues, là, pratiquement presque, 90% des structures ont répondu. Donc, en fonction des réponses, donc là, ce sera le matin, donc à l'ARP. Donc, Catherine a réservé la salle de la mairie puisqu'on a déjà 10 personnes inscrites. Donc là, on fera un travail en atelier sur la charte de l'accueil du jeune enfant. Donc, vous verrez, là, ça vous aidera pour votre projet d'établissement puisqu'on va regrouper par thématique. Et là, on travaillera sur les 10 principes et concrètement, à quoi ça correspond, vous, dans vos pratiques et votre travail en équipe. Un deuxième atelier qui sera aussi au mois de mai, et là, qui sera l'après-midi. On fera un atelier d'écriture où là, j'ai préparé deux outils. Donc, un qui servira un petit peu de diagnostic justement sur le projet d'accueil, le projet éducatif, le projet social. Vous, qu'est-ce que vous faites et dans quelle case on les met? Et puis une trame, un document qui est une trame de projet d'établissement en fait, on a aussi retravaillé la fiche de présentation, la fiche de structure. On l'a travaillé sur le même modèle aussi. Vous verrez, on va vous présenter de nouvelles moutures. L'idée, c'est qu'on ait juste à reprendre les éléments, à faire du copier-coller. Voilà. Peut-être je vous les enverrai en amont après le travail sur la charte, comme ça vous pourrez commencer à préparer, à travailler dessus. Et puis ensuite, au mois de juin, on refera une petite visio comme celle-ci, très rapide d'1 heure sur tout l'onglet communication, puisque c'est une nouvelle obligation.
sur voilà, pourquoi communiquer, à qui, comment, notamment le projet d'établissement, avec une petite introduction sur ce qu'est un plan de communication. On ne communique pas tout à tout le monde et en fonction des personnes à qui on ne communique pas de la même façon. Et puis, pour compléter, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place l'année dernière, qui ne s'est pas fait, mais on pense qu'il y a un vrai besoin. C'est sur la communication par l'image. Et là, c'est une formation sur la législation, les règles et techniques, et avec un atelier pratique sur la photo. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde communique par l'image, mais la communication n'est pas forcément bien faite. Et il y a des règles à respecter. Donc là, à ce jour, j'ai déjà 9 personnes qui sont intéressées, qui souhaitent s'inscrire à cette formation. Donc, je pense que si on arrive à 10, c'est bien. Et on s'arrangera pour la faire aux Aix ou à Bourges, au plus proche. Donc, voilà le programme. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Alors, moi, je voudrais rajouter que je n'avais pas anticipé que la PMI, la CAF demanderait les documents pour le 15 juin. Je pensais que ça attendrait le mois de juillet. Donc, c'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps à démarrer. Sur les autres départements, je pense pas qu'on… Enfin, c'est pas les délais qu'on nous avait demandé, mais bon. Après, moi, je sais, quand j'ai eu la PMI, ils m'ont parlé du 15 juin, mais ce n'était pas une obligation. Ils m'avaient dit que ça serait mieux pour ne pas avoir tout le monde en même temps et que ceux qui sont prêts l'envoient. Parce que moi, quand ils m'ont dit le 15 juin, j'ai dû faire une grimace, hein, je pense. Parce qu'après, Mme Godot m'a dit non, c'est ce que nous, on aimerait, mais parce qu'ils ne veulent pas avoir toutes les structures d'un coup, quoi. Nous, on n'a eu aucune communication officielle, hein. Catherine, de ton côté? Il y a une date d'obligation, et puis c'est tout, hein, pour le moment. Oui. C'est septembre, normalement. Hein. Normalement, je pense qu'on doit être en capacité de le présenter en septembre. Après, c'est mieux si c'est avant, mais bon, voilà. Parce qu'en juillet, ils travaillent, hein, ils ne sont pas en vacances. Hein. Et en août aussi? Bah oui, a priori. Moi, cette date du 15 juin, je l'ai découverte dans ce mail-là, le mail de réunion que vous avez fait. Là. Oui, c'est ce qu'Isabelle nous a communiqué. Voilà. Après, maintenant… Ah d'accord, ça vient d'Isabelle, de ce qu'ils ont dit. Oui, c'est ce que la PMI lui a communiqué. Okay. C'est pour ça qu'on vous a demandé si vous avez des nouvelles de la CAF et de la PMI. Ils ne l'ont pas dit à l'ARC? Non, on n'a aucune information. Ils ne nous ont rien demandé. Donc voilà, on ne va pas se mettre la pression. On se dit qu'on vise fin juin. Après, il y aura forcément quelques structures qui n'auront pas terminé. Et puis voilà. Hein, parce que c'est vrai que même si c'est pour septembre, on sait bien que les structures, la plupart ferment en août, même s'il y en a certaines qui ne ferment pas. Ce n'est pas début septembre que vous allez reprendre l'écriture. L'idéal, ce serait quand même que tout le monde ait finalisé fin juin, début juillet. Après, on vise cette date-là. Après, si c'est plus tard, ce sera plus tard. Mais ceux qui seront prêts, tant mieux. Hein. De toute façon, ils ne vont pas lire tout en même temps le 15 juin. Hein. Non. Donc, bon. Enfin, moi, je dis, on va se dire, on se pose cette date-là en se disant que ça laisse un délai d'1 mois après pour finaliser. Hein. En sachant que ça laisse 1 mois et demi pour travailler. Voilà, vous verrez en fonction du travail qu'on va faire, de ce que vous avez déjà fait, peut-être vous n'aurez pas grand-chose à terminer. Hein. Après, pour moi, ce sera vraiment de peaufiner les documents. Déjà, là, ce soir, vous allez pouvoir réorganiser dans votre tête les choses. Et voir qu'il n'y a pas forcément énormément de travail à faire, mis à part pour ceux qui avaient déjà des documents qui n'étaient pas à jour, évidemment. Là, le travail sera plus conséquent. Après, je vois, pour aujourd'hui, je n'ai rien de plus à rajouter.
de votre côté, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non? C'est bon? Moi, j'ai juste une chose. Est-ce que la trame dont vous avez parlé, on pourra du coup la voir même si on ne peut pas venir le 24? Parce que voilà, nous, on a un manque de personnel à ce moment-là. Donc, Oui. je ne pourrais pas être présente. Mais je pense que je l'enverrai avec le compte-rendu en préparation, en fait. Okay. Après le 5 mai, quand on aura fait le travail sur la charte, ouais. Je vous enverrai parce qu'en fait, il y a une des trames, là, le tableau sur les 3 projets, où à chaque fois, il y a une partie qui dit, voilà, quels sont les articles qui font référence à. Donc, une fois qu'on aura fait le travail sur la charte, je vous le donnerai, comme ça, vous pourrez commencer à travailler dessus. Ok, ça marche. Merci. OK? De toute façon, le 5 mai, c'est la semaine prochaine. Donc, non? C'est pas la semaine prochaine? On n'est pas au mois de mai la semaine prochaine déjà? Si. Ben voilà, ça vient vite. Donc, vous voyez, ça va vite arriver. Hein. C'est demain. Voilà. Alors, vérifiez vos mails. Donc, si au soir du 5 mai, vous n'avez rien de ma part, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Vous m'appelez sur mon portable. Puisque maintenant, il faut que j'appelle les gens pour savoir s'ils ont bien reçu mes messages. C'est compliqué. Donc, oui, je ne sais pas si vous étiez arrivé. Vérifiez dans vos spams si vous n'avez pas mes messages, surtout si vous êtes en Gmail. Et acceptez en tant que non spam et acceptez surtout le nom de domaine. Voilà. Et tant que tout le monde n'aura pas accepté, ça continuera. Et apparemment, Catherine aussi a certaines structures qui ne reçoivent pas ces messages. Surtout s'il y a un lien dedans. Voilà, merci pour ce soir. Pour moi, c'est bon. C'est bon? Donc, on se revoit bientôt. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée. Aurélie, tu peux rester une seconde? J'ai un truc à te demander. Merci, au revoir. Okay. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'arrive pas à faire